Ce soir-là, on ne frappa pas fort à ma porte. J'eus l'impression qu'un poids se brisait silencieusement dans ma poitrine. J. m'appelle Patricia Miles. J'ai 33 ans et je vis seule depuis si longtemps que je crois que ma famille n'existait plus que dans un souvenir inaccessible. Ce soir-là, quelqu'un resta un long moment devant ma porte avant de frapper à nouveau. Je l'ouvris sans penser au danger, sans regarder par le Judas, car je sentais déjà une atmosphère pesante avant même que ma main ne touche la poignée. Ma sœur jumelle était là. Nous ne nous étions pas vus depuis des années et je la reconnus immédiatement, non pas parce qu'elle me ressemblait, mais parce que je vis dans ses yeux quelque chose que j'avais autrefois vu en moi. Son visage était tuméfié. Ses mains tremblaient. Des marques nettes marquaient ses bras, son cou et sa mâchoire, des marques qu'aucune coïncidence ne pouvait expliquer. Mon corps réagit avant même que ma raison puisse comprendre. La peur et la certitude s'entrechoquèrent en moi tandis que je m'avançais vers elle au lieu de m'éloigner. Nous avions cessé de nous parler depuis longtemps, des fissures jamais cicatrisées s'étant lentement muées en silence, et je m'étais persuadé que la distance m'avait rendu plus en sécurité, et non plus faible. Elle me regarda et dit d'une voix à peine intelligible. « C'est elle qui m'a fait ça. » Je la regardai à mon tour sans hausser le ton et dit « On n'appelle personne. On gère ça nous-mêmes. » Avant de commencer mon récit, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir où cette histoire en est. En grandissant, notre maison n'a jamais été bruyante, mais elle n'a jamais été paisible non plus. J'étais la cadette des jumelles, celle qui a appris très tôt que le silence pouvait être une forme de protection plutôt qu'une faiblesse. Tout en restant plus calme, plus observatrice, je suis aussi devenue celle qui quittait la maison la première. Je partais avant que les murs ne définissent complètement l'image que j'avais de moi-même, car je comprenais instinctivement que rester m'apprendrait lentement à survivre plutôt qu'à vivre. Ma sœur jumelle aînée, elle est l'année, est restée. Son rôle dans cette maison était d'endurer. Au début, Hélène pensait que l'endurance était synonyme de loyauté. Avec le temps, elle a compris que chez nous, l'endurance signifiait tolérer le malaise tout en feignant l'harmonie. À la mort de ma mère, l'atmosphère de la maison a changé, d'une manière silencieuse mais brutale. Son absence n'était pas seulement émotionnelle, elle était structurelle. Elle était cet équilibre discret qui empêchait les petites frustrations de se transformer en règles tacites. Après son départ, l'argent circulait différemment. Les décisions se prenaient différemment. Les voix ont changé. La chaleur a disparu, et ce qui l'a remplacé était plus froid, plus calculateur, plus contrôlé. Le chagrin était là, mais on n'en parlait jamais. Il s'est simplement installé entre les murs, dans nos emplois du temps, dans la façon dont les gens se croisaient. Papa est devenu une figure plus théorique que réelle. Son travail l'obligeait à s'absenter longtemps. Il ne voyait pas les petits changements, puis les plus importants, avant même que l'atmosphère ne change complètement. Quand il était à la maison, il se reposait. Quand il était absent, la maison était gérée sans lui. Il n'était pas cruel, mais son absence créait des vides que d'autres comblaient sans résistance. Cette personne est devenue ma belle-mère, Denise, la femme qui régnait sur le quotidien avec un calme presque mécanique. Son rôle n'a jamais été défini, il allait de soi. Elle décidait des horaires des repas, de leur durée, de qui prenait la parole en premier. Elle gérait le temps, aplanissait l'atmosphère sans jamais hausser le ton. Rien ne paraissait dramatique. Tout semblait contraint. Une contrainte qui, à force de se sentir obligée de s'excuser d'exister. À ses côtés se trouvait mon demi-frère Caleb, l'enfant qui avait appris à créer des tensions sans que cela se voie. Son rôle n'était jamais l'affrontement direct. C'était la répétition, les petites remarques, les interruptions mineures, les provocations subtiles, trop fréquentes pour être fortuites. Il déplaçait des objets, puis le niait. Il empruntait des choses et les rendait abîmées. Il souriait tout en semant le doute dans des moments anodins. Chaque action semblait inoffensive prise individuellement. Ensemble, elles créaient une friction constante qui ne s'est jamais vraiment dissipée. La maison elle-même a commencé à changer, de façon palpable. Les repas, autrefois moments partagés, sont devenus des obligations chronométrées. Les chaises étaient attribuées officieusement. Les portions étaient modifiées sans explication. Les conversations se sont raccourcies, car parler trop librement donnait l'impression de créer des problèmes. Les espaces partagés se sont peu à peu transformés en zones surveillées où la présence nécessitait une autorisation, sans jamais qu'elle soit explicitement formulée. Avec le temps, je me suis senti poussé hors d'une structure que je n'avais jamais consenti à quitter. Ce n'était pas un rejet brutal, mais une exclusion douce, comme si l'on m'écartait de quelque chose sans m'en rendre compte. Je traversais des pièces où je ne me sentais plus attendu. Je m'asseyais à des tables où ma voix sonnait comme une interruption plutôt que comme une contribution. Ce qui me blessait le plus, ce n'était pas d'être haï, mais d'être silencieusement exclu, au point de me demander si j'avais jamais vraiment eu ma place là-bas. Ce soir-là,
Après qu'Eleanor eut frappé à ma porte, nous nous sommes assises face à face dans un silence plus lourd que la peur, car ce silence n'était plus neutre et avait commencé à ressembler à un avertissement. Quelque chose de bien pire allait se produire si nous l'ignorions. Eleanor tenait un verre d'eau qu'elle ne buvait jamais. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais à cause de l'effort qu'elle déployait pour le contenir, tandis qu'elle réfléchissait à la part de vérité que j'étais prête à entendre. Elelane a commencé par les plus petits détails, ceux qui, hors contexte, semblaient anodins. Elle m'a raconté que Denise vérifiait sa posture dans les pièces, la corrigeant dès qu'elle se penchait avec désinvolture, et que les épaules voûtées lui donnaient un air ingrat. Elle a expliqué comment Denise contrôlait son ton en l'interrompant en plein milieu d'une phrase et en disant des choses comme « baisse la voix » ou « essaie de dire ça plus poliment », même quand Elelane parlait calmement. Chaque geste devait être approuvé, ajusté ou jugé en silence. Elle a décrit comment ses affaires personnelles n'étaient plus considérées comme personnelles. Son téléphone devait rester déverrouillé. Son sac pouvait être fouillé sans prévenir. Elle n'avait jamais le droit de fermer complètement la porte de sa chambre, car Denise disait que l'intimité était un privilège, pas un droit. Même la façon dont elle pliait ses vêtements était inspectée, si bien que ses tiroirs ressemblaient davantage à des vitrines qu'à des espaces sûrs. L'argent n'était pas seulement restreint, il était confisqué. Elelane m'a confié que Denise gardait tout l'argent liquide qu'elle recevait en lieu sûr. Si Eleanor avait besoin d'un peu d'argent, elle devait expliquer où elle allait, qui elle voyait, combien de temps elle serait absente et pourquoi elle le méritait. On vérifiait les reçus. On posait des questions, et le silence était synonyme de suspicion. Caleb n'était jamais subtil. Eleanor répétait ses mots mot pour mot, car ils étaient gravés dans sa mémoire. Un soir, il s'est penché vers elle et lui a dit « Tu respires trop fort pour quelqu'un qui ne paie même pas le loyer de cette maison. » Une autre fois, il a chuchoté « Souris davantage, sinon ils vont croire que c'est toi le problème. » Il savait se donner un air désinvolte tout en semant le doute. Comment lui faire sentir qu'on l'observait, même lorsqu'il quittait la pièce? Comment transformer chaque instant de calme en tension sans laisser de traces visibles? En écoutant Eleanor, j'ai senti quelque chose changer en moi. J'ai cessé de voir cela comme une dynamique familiale dysfonctionnelle et j'ai commencé à y voir une structure, un système conçu pour miner lentement une personne sans se manifester. Ce n'était pas du chaos. C'était organisé. C'était répétitif. C'était intentionnel. Je ne l'ai pas interrompue. Je n'ai pas cherché à la réconforter. Je n'ai pas adouci ses propos. Je voulais tout comprendre exactement comme c'était. Puis Eleanor leva les yeux et dit quelque chose qui ne sonnait pas émotionnel, mais plutôt pragmatique. C'est toi qui devrais y retourner, pas moi. J'ai senti ma poitrine se serrer. Que veux-tu dire? Ai-je demandé doucement. On échange nos places. Tu vivras là-bas pendant un certain temps. Tu vois ce qu'ils font et ils pensent que c'est moi. La pièce semblait plus petite. L'atmosphère avait changé. Cette pensée ne paraissait pas insensée. Elle semblait logique. Je la lui ai répétée lentement, assez lentement pour être sûr qu'elle comprenne. Personne ne doit le savoir. And I, Papa. Personne. Eleanor hocha la tête une fois. Personne. À cet instant, la peur qui régnait dans la pièce ne disparut pas, elle se transforma. Elle devint un plan. Une direction. C'était la première fois que ce qui lui arrivait semblait pouvoir être touché, au lieu de simplement y survivre. Avant même d'avoir pu dire un mot de plus, je savais déjà que je ne préviendrais personne. Je ne demanderais pas la permission. Je ne chercherais pas d'approbation. C'était entre Eleanor et moi, et cela resterait ainsi. L'étape suivante ne me semblait pas dangereuse. Elle me semblait nécessaire. 2 jours plus tard, je suis retourné au Nevada au nom d'Eleanor, sans me soucier de l'heure d'arrivée, choisissant un vol tranquille qui atterrissait avant le lever du soleil. Ainsi, la rue serait encore déserte à mon arrivée. Ma valise était légère, car je ne revenais pas sous ma véritable identité. J'entrais dans une autre vie, qui était déjà endommagée. Et ces dégâts étaient censés être là. Remonter l'allée me semblait étrange, mais je gardais les épaules basses et les jambes serrées, car toute assurance aurait été déplacée entre ces murs qui avaient appris à valoriser le silence. Papa était complètement absent, justement au moment où j'avais besoin de lui, pris dans un long cycle d'engagement professionnel qui l'emmenait d'un état à l'autre et dans des hôtels silencieux où les horaires comptaient plus que les détails. Son nom planait encore dans la maison à travers la paperasse et la routine, mais pas sa présence, ce qui rendait chaque décision prise entre ces murs plus facile à prévoir et plus difficile à remettre en question. Personne ne demandait quand il reviendrait, et personne n'agissait comme s'il allait revenir. J'ai placé des dispositifs d'enregistrement passif légaux dans des endroits fréquentés et j'ai choisi des angles qui observaient les mouvements plutôt que les visages, car je n'avais pas besoin de drame. J'avais besoin de schémas. Le processus a pris du temps, non pas parce qu'il était difficile,
mais parce que j'avançais suffisamment lentement pour ne pas paraître calculatrice. Des fils étaient dissimulés dans des objets qui avaient déjà leur place, et de petits rangements étaient cachés là où personne ne regarderait à moins d'être déjà suspicieux. Il ne s'agissait jamais de forcer la révélation. Il s'agissait de créer un souvenir silencieux dans une maison qui niait le sien. Denise s'est rapidement adaptée à ce qu'elle croyait être le retour d'Eleanor. Ses tests ne consistaient ni à crier ni à manifester de colère, mais plutôt à exercer une pression psychologique subtile qui s'étendait sur des heures. Elle modifiait la température des pièces pour observer mes réactions physiques, changeait l'heure des repas pour évaluer si je me plaindrais, modifiait l'emplacement des objets pour tester ma rapidité à percevoir ce contrôle déguisé en routine. Son sourire restait immuable, mais son regard scrutait mes réactions avec une patience presque mécanique. Caleb, lui, agissait différemment, privilégiant la proximité à la structure comme méthode de pression. Il se positionnait dans des espaces restreints où les passants exigeaient confirmation, observait comment mes mains se crispaient sur les encadrements de porte ou les tasses, comment ma respiration changeait lorsqu'il se tenait trop près sans raison apparente. Les objets se déplaçaient légèrement et revenaient ensuite à des positions conçues pour me faire douter de ma mémoire. Il parlait d'une voix basse, suffisamment amicale pour les passants, mais véhiculait des suggestions destinées à me faire sentir incapable, peu fiable ou lente. Je réagissais en me baissant délibérément. Mes épaules restaient légèrement. Le visage arrondi, ma voix restait incertaine et mes mouvements devenaient moins précis, car la force aurait écourté mon séjour dans la maison. Je laissais Denise croire que son influence grandissait et Caleb pensait que sa présence m'inquiétait, car leur confort dépendait de la sincérité apparente de ma faiblesse. Chaque réaction était choisie, inconsciente, et chaque hésitation était feinte plutôt que naturelle. Rester dans cette maison exigeait une discipline silencieuse et constante, car la moindre erreur aurait été interprétée comme une trahison du rôle que je feignais de jouer. J'observais tout en faisant mine de ne rien voir, mémorisant les habitudes le regard baissé, emmagasinant de brefs instants de vérité dans une version de moi-même qui leur demeurait invisible. Ce n'était pas un acte de courage, mais un acte de patience. Une semaine passa. L'atmosphère de la maison commença à changer d'une manière plus physique qu'émotionnelle. Ce n'était plus un lieu de vie, mais une structure qui observait les mouvements, suivait les comportements et enregistrait les présences sans permission. Denise ne haussa pas le ton et son expression ne changea pas. Pourtant, son autorité était palpable par son accès. Un après-midi, elle prit mon sac à main dans la maison. Elle a pris la table sans me demander mon avis, puis a rangé l'argent dans un placard qui n'avait jamais été fermé à clé. D'une voix calme, elle m'a annoncé que je n'étais plus responsable de la gestion de l'argent. Dès lors, chaque petit achat exigeait une explication, non pas par la confrontation, mais par une attente silencieuse qui pesait plus lourd que des cris. Une bouteille d'eau nécessitait une raison. Un abonnement de bus, une autorisation. Même un carnet devenait un objet que je devais justifier, tandis que Denise scrutait mon visage comme si elle cherchait la moindre faille dans mes intentions. L'incident près de l'escalier ne s'est pas fait entendre, mais j'ai senti la présence de Caleb derrière moi avant même de le voir. J'ai eu l'impression que l'air était agité derrière mes épaules. J'ai légèrement perdu l'équilibre et ma main a heurté la rampe avec une telle force que j'ai ressenti une vive vibration dans le bras. Je ne suis pas tombé, mais l'enregistreur que j'avais installé légalement a capté le léger changement de respiration et un mouvement imperceptible, confirmant ainsi ce que mon instinct m'avait déjà signalé. Après cet instant, le comportement de Caleb est passé de l'insouciance au calcul. Il a commencé à s'approcher dangereusement près de moi, à déplacer les objets que je venais de poser, puis à faire semblant d'eux. J'étais déconcerté quand je l'ai remarqué. Un matin, il a laissé tomber un verre près de mes pieds et a élevé la voix juste assez pour que Denise l'entende, prétendant que ma présence l'avait effrayé. Il a dit que j'étais négligente sans élever la voix. Il a dit que je le rendais nerveux en me regardant. Il a dit que mon comportement était devenu alarmant, tout en modifiant son récit pour servir ses intérêts. Cette nuit-là, j'ai soigneusement rassemblé les informations enregistrées, en veillant à ce que mes mouvements restent lents et discrets. J'ai préparé chaque dossier avec précision, en m'assurant que rien ne paraisse précipité. Puis j'ai transmis les informations à Eleanor par la méthode silencieuse que nous avions mise au point ensemble, sans utiliser de langage direct et sans laisser de traces évidentes. Je n'ai pas informé mon père car son absence m'avait déjà appris qu'attendre sa protection affaiblirait mon contrôle sur la situation. Pendant cette même période, j'ai contacté Jared Collins, l'avocat qui s'était occupé de mes affaires juridiques bien avant que cette situation ne se produise. Son rôle ayant toujours reposé sur la précision plutôt que sur l'émotion, il a écouté sans m'interrompre, m'a expliqué quels documents pouvaient être conservés, m'a clarifié juridiquement comment les preuves pouvaient être préservées et m'a montré comment je pouvais rester protégé sans créer de perturbations visibles. À la fin de la 2e semaine, la maison ne ressemblait plus à un foyer,
mais plutôt à une série d'épreuves silencieuses destinées à mesurer ma faiblesse. Denise observait mes réactions au moindre mouvement. Caleb scrutait ma posture chaque fois qu'il s'approchait trop près. J'ajustais ma respiration, avec précaution, baissais le regard lorsque nécessaire et laissais le silence gérer les situations où la force aurait fait de moi une cible, car je comprenais qu'un système fondé sur le contrôle ne peut être contesté par la force, mais seulement par une patience infinie. Le plus dangereux n'était jamais la peur, mais la lente discipline de l'attente. Au cours de la 2e semaine, chaque mouvement dans la maison me paraissait plus lourd. Non pas parce qu'il se passait quelque chose de dramatique, mais parce que tout suivait un schéma silencieux que je pouvais enfin anticiper. C'était cette prévisibilité dont j'avais besoin. Je ne précipitais pas mes actions, car cela aurait attiré l'attention et l'attention aurait tout arrêté trop tôt. Cette semaine-là, j'ai rencontré l'assistante sociale en charge de mon dossier, Erika. Elle n'était pas là pour me réconforter, ni pour accuser qui que ce soit. Son rôle était de documenter les schémas et de préserver les faits. Nos rencontres se déroulaient dans le calme. Mesurée et méthodique, elle posait des questions sans impatience et écoutait sans réagir. Chaque visite ajoutait une nouvelle couche à la documentation qui s'accumulait lentement. La structure juridique du dossier prenait forme progressivement. Rien ne semblait précipité ni agressif. Chaque donnée avait sa place. Chaque instant enregistré était classé. J'ai appris à penser comme une archiviste plutôt que comme une victime. Mon rôle était de ne pas réagir émotionnellement, mais de m'assurer que les preuves soient là de manière irréfutable. Parallèlement, une réunion de famille était organisée avec une précision méticuleuse. L'idée n'était pas de semer le chaos, mais de créer un environnement propice à la révélation naturelle des comportements problématiques. La liste des invités était simple. Le moment était choisi avec soin. La maison serait suffisamment remplie pour que l'atmosphère soit normale, mais suffisamment calme pour contenir la situation. Il était important que personne ne se sente attaqué, surtout pas Denise. La confiance de Denise s'est considérablement accrue à ce moment-là. Elle se déplaçait dans la maison comme si rien ne pouvait ébranler son autorité. Ses décisions devenaient plus visibles, non pas bruyantes, mais plus affirmées. Elle corrigeait sa posture. Elle modifiait son rythme. Elle ajustait l'environnement par des gestes subtils. Elle était persuadée que tout restait sous son contrôle, et cette conviction la rendait insouciante sans même s'en rendre compte. Papa était resté absent durant toute cette période. Son travail le tenait physiquement distant et émotionnellement détaché. Son absence n'éveillait les soupçons de personne, car elle était devenue la norme depuis des années. Cette absence permit à la structure du piège de se mettre en place sans imprévu. Les dernières étapes techniques furent silencieuses et précises. La cohérence des points de stockage fut testée. Les horodatages furent vérifiés, à plusieurs reprises. Je vérifiais les angles, l'éclairage et la netteté sans perturber l'image. Chaque appareil fonctionnait comme prévu et chaque fichier était transféré sans encombre. Elelane recevait des copies sécurisées par des canaux préalablement testés. Rien n'était laissé au hasard. À la fin de la semaine, l'atmosphère semblait mise en scène, non par contrainte, mais par patience. Tous les autres se déplaçaient librement, persuadés qu'il s'agissait d'une simple routine. J'avançais avec prudence, consciente que chaque action avait désormais un but irréversible. La voie à suivre se dessinait clairement, d'une manière calme plutôt que dramatique. La nuit précédant le rassemblement, la maison semblait plus lourde que d'habitude, comme si chaque mur avait appris à. Elle retint son souffle avant que l'irréversible ne se produise. Tandis que le salon se remplissait de visages familiers, je sentais que personne ne comprenait vraiment ce qui se tramait, même si l'atmosphère était chargée d'une attention qu'on ne pouvait ignorer ni prendre à la légère. Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit, Elelane et moi entrâmes côte à côte, sans la moindre hésitation. La vue de 2 silhouettes identiques franchissant le seuil simultanément provoqua une vague de confusion visible dans la pièce. Que personne ne parvint à dissimuler suffisamment bien pour préserver son fragile calme. Denise se figea dès qu'elle nous vit, son regard passant d'Eleanor à moi avec une intensité qui révélait à quel point son esprit commençait à se détraquer. Après quelques secondes à chercher ses mots, elle laissa échapper des phrases plus dures qu'elle ne l'aurait voulu. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je gardai une voix basse et posée en la regardant droit dans les yeux, refusant d'édulcorer la vérité. C'est ce que tu n'aurais jamais cru possible, quand la vérité cesse d'attendre. Elelane fit un pas en avant, le ton maîtrisé, mais teinté d'épuisement. Cela ne pouvait plus être dissimulé. Tu avais toi-même créé ce silence, et maintenant tu devais t'y soumettre. Un silence pesant s'abattit sur la pièce avant que Denise ne comprenne enfin ce que ses yeux lui disaient. C'est à cet instant qu'elle réalisa qu'Eleanor et moi n'étions pas des reflets, ni un simple jeu de perception, mais 2 vies distinctes, trop longtemps amalgamées en une seule illusion commode. Je branchai sans ménagement le périphérique de stockage à l'écran et lançai le film. Tandis que les vidéos défilaient,
La pièce fut contrainte d'affronter des moments jusque-là enfouis sous des excuses et des versions changeantes des faits, ne laissant aucune place à l'interprétation ni au déni. Jared s'avança à la fin de la dernière vidéo et déposa les documents juridiques sur la table avec une assurance tranquille qui combla le silence laissé par les images. Il expliqua clairement que ces documents constituaient désormais un fondement juridique complet, étayé par des données vérifiées, des fichiers horodatés et des évaluations indépendantes, qui ne pouvaient être écartés comme de simples malentendus ou des exagérations émotionnelles. Erika prit la parole après lui d'une voix ferme et autoritaire, confirmant que la situation avait atteint un point critique. Le seuil de la protection formelle et le fait que l'inaction persistante ferait peser la responsabilité sur ceux qui choisissaient le silence ont incité plusieurs personnes présentes à changer d'avis. Mal à l'aise, elles ont compris que la neutralité n'était plus une option. Denise a tenté de reprendre le contrôle en rejetant tout comme une invention, motivée par l'émotion, insistant sur son innocence et affirmant que la maison avait toujours été sous son contrôle par souci d'organisation. Mais le tremblement de ses mains, tandis qu'elle parlait, révélait la rapidité avec laquelle son autorité s'effritait sous le poids des preuves accablantes. Caleb a bougé brusquement, tentant de détourner l'attention de l'assemblée en se rapprochant de l'écran et en élevant la voix, cherchant à attirer l'attention sur le chaos plutôt que sur la clarté. Mais son comportement n'a fait que confirmer la fragilité de sa position, maintenant que la vérité n'était plus isolée ni passée sous silence. Lorsque le calme est enfin revenu, j'ai repris la parole, non pas avec colère, mais avec un calme que j'avais mis des années à acquérir. J'ai expliqué que l'échange d'identité avait été réel, intentionnel, soigneusement surveillé et légalement documenté, non par vengeance, mais par souci de vérité, afin que la réalité de ce qui s'était passé dans la maison puisse être révélée. Sans distorsion. Une fois mes mots apaisés, il n'y avait plus rien à cacher, plus rien à déformer, plus rien à contrôler. Des mois plus tard, le silence qui m'entourait n'était plus une tension, mais une distance. Et pour la première fois depuis des années, cette distance était une sensation de pureté plutôt que de vide. La vie n'est pas redevenue normale, car la normalité telle que je l'avais imaginée n'avait jamais existé. Mais elle est devenue stable, prévisible, un refuge où je pouvais me tenir sans craindre les conséquences. Le procès s'est déroulé calmement mais fermement, sans drame, sans cri ni cri. L'ordonnance d'éloignement contre Denise a été prononcée sans hésitation. Il lui était interdit de m'approcher, de me contacter ou de s'immiscer dans ma vie. L'ordonnance était claire et appliquée sans faille, avec une finalité qu'aucune excuse ne saurait remplacer. Son influence ne s'est pas estompée lentement. Elle a disparu. Son exclusion des décisions familiales a été immédiate. Plus de conversations secrètes, plus d'autorité tacite, plus d'occasion d'intervenir par habitude ou par position. Elle n'a pas négocié. Elle ne s'est pas adaptée. Elle a disparu de la vie de la famille. La structure a été complètement bouleversée. Caleb a été retiré de l'environnement qui avait permis à son comportement de se développer sans être remarqué. Il a été relogé légalement, sous surveillance, non pas pour le punir, mais pour prévenir d'autres préjudices silencieux. Ce changement a été encadré administrativement et documenté. Il n'y a eu aucun chaos, seulement des conséquences. Papa a essayé de reprendre contact une fois la situation apaisée. Les courriels étaient longs et introspectifs, empreints d'une compréhension tardive plutôt que d'une présence réelle. J'ai décliné tout contact ultérieur par voie légale, non par colère, non par cruauté, mais avec une lucidité irrévocable. Aucune dispute n'a eu lieu. Aucune fin dramatique n'a été créée. La porte s'est fermée car elle était restée ouverte trop longtemps sans protection. Eleanor et moi avons quitté le Nevada ensemble, sans cérémonie. Nous ne l'avons pas annoncé publiquement. Nous n'avons demandé aucune permission. Nous n'attendions aucune approbation. Nous avons simplement choisi un autre lieu pour une vie qui avait déjà pris un nouveau tournant. Le passage de la frontière de l'État ressemblait moins à une fuite qu'à une remise en question. La thérapie est devenue une partie intégrante de la vie d'Eleanor, de façon naturelle et non forcée. J'ai abordé le sujet lentement, avec précaution, sans prétendre que cela résoudrait tout. Il ne s'agissait pas d'effacer le passé, mais d'apprendre à vivre sans le porter comme un fardeau constant. Il y a eu des moments difficiles, des percées silencieuses, et de longues pauses qui, en réalité, signifiaient des progrès. J'ai appris que la force ne se forge pas uniquement par la persévérance. La force vient lorsqu'on cesse enfin de prouver qu'on peut survivre à la douleur et qu'on décide plutôt de mériter la paix. La famille n'est pas un lieu où l'on doit accepter de souffrir en échange de son appartenance. Le silence prolongé ne protège pas, au contraire, il accroît le danger. Choisir de partir n'est pas une faiblesse, mais une forme de respect de soi qui permet de vivre sans peur constante ni justification. Vous n'êtes pas obligé de rester dans des endroits qui vous détruisent simplement parce que vous y êtes né. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout.
Je respecte profondément le temps que vous avez consacré à ce cheminement. Si un passage vous a touché, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte. Votre expérience compte. Je vous suis sincèrement reconnaissante de votre choix. Écoutez du début à la fin.